Salut à tous les amis, salut YouTube, salut à tous les fidèles du 11 lyonnais toujours présents au rendez-vous et bienvenue à ceux qui là maintenant sous la vidéo découvrent le contenu de la chaîne. Vous êtes tous les bienvenus pour parler de foot, de l'OL, parler de mercato, de tactique, de transfert, de textor, de finance, bref tout un tas de sujets qui entourent et qui englobent notre cher Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui les gones, vidéo spéciale sur le bilan du mercato hivernal de l'Olympique lyonnais. Au terme d'un mois de janvier qui aurait été sacrément mouvementé dans le sens des départs surtout parce qu'il fallait, comme on le sait, dégraisser l'effectif pour correspondre aux exigences de la DNCG, le gendarme financier du football français, mais pas que, puisqu'on a appris hier soir sur l'équipe, dans mon souvenir, et aussi RMC qui a relayé l'information, que l'UEFA, en tout cas la commission de contrôle qui est là pour, grosso modo, pour contrôler que les clubs européens engagés en Coupe d'Europe ont une continuité d'exploitation, pour faire simple, peuvent vivre sur leur modèle économique. Cette commission avait prononcé courant d'année des sanctions, des menaces d'exclusion contre l'Olympique lyonnais en Europa League. Et il s'en est fallu de très peu pour que l'OL ne puisse pas disputer les huitièmes de finale, ce qui aurait été le pompon, une fois de plus, dans une saison relativement chaotique, il faut le dire. Alors aujourd'hui, on fait un bilan avec une question en toile de fond. Est-ce que pour vous, pour moi, le mercato d'hiver de l'OL est une réussite, oui ou non? Grosse question, gros sujet, j'y ai beaucoup réfléchi, et durant à peu près, je dis bien à peu près, une quinzaine de minutes, parce que bien souvent je dis ça, mais je n'arrive pas à tenir le chronomètre, c'est un truc que je n'arrive pas à faire. Durant environ 15 minutes, je vais tenter de pondérer tous les arguments, le pour, le contre, positif, négatif, pour au final vous donner mon point de vue global sur l'hiver qu'a traversé l'Olympique lyonnais, réussite ou échec, vous le verrez bien donc en fin de vidéo. Mais avant de commencer, l'éternelle musique, vous la connaissez maintenant, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce qui fait très plaisir, ça prend 2 secondes. Là maintenant, on appuie sur le pouce en dessous de la vidéo, c'est gratuit, ça ne coûte rien, je n'ai pas de sponsoring, je n'ai pas de contrat de publicité, je n'ai pas de contrat de placement de produit, je n'ai rien, si ce n'est vos commentaires et les pouces à différentes interactions qui boostent le contenu de la chaîne. Donc merci par avance les gars, si vraiment vous aimez ce que je fais, eh bien pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer sur le 11 lyonnais. C'est parti pour le thème numéro 1, sujet important quand même, c'est un point du mercato de janvier, le changement de coach. Alors pour tout ce qui est aspect tactique, technique, footballistique, tout ça on met de côté. J'ai fait une vidéo de plus de 20 minutes sur le thème de Paulo Fonseca qui reprend tout ce que je pense du coach, son 4-2-3-1, les différents principes de jeu, tout ça on met de côté. Moi ce qui m'intéresse dans la vidéo du jour, c'est d'un point de vue timing, est-ce qu'il fallait, oui ou non, activer le bouton rouge pour Pierre Sage? Moi j'ai un point de vue qui est simple. Quand on renvoie un coach, c'est souvent pour 2 raisons. Number one, c'est le manque de résultats. Et à ce niveau-là, effectivement, le bilan de Pierre Sage, depuis quelques mois, il était moins bon. On était à 1,6 points par match pris en moyenne. Grosso modo, un rythme d'équipe de Conference League. Voilà. Donc, évidemment, en termes d'objectifs, on n'est pas dans les clous. Je rappelle que pour l'OL, le but avéré, c'est la Ligue des Champions, donc le top 4 en Ligue 1. Et là, on était assez loin du compte. Alors, c'est pas que ça, il n'y a pas que ça, le foot n'est pas qu'une question de résultats, souvent je le dis en vidéo, mais néanmoins dans ce foot de maintenant qui est tellement porté sur les résultats, la pression de chaque instant pour gagner, d'autant plus dans le contexte de l'OL qui est un contexte très compliqué, avec la DNCG aux trousses, des contraintes financières, budgétaires, économiques, et en plus l'UEFA qui s'y met, forcément tout ça bout à bout, ça fait que il faut gagner des matchs. Et dans le foot de maintenant, tu peux bien jouer, tu peux avoir des principes de jeu magnifiques, mais si tu ne gagnes pas, ça ne vaut rien. Le beau jeu, les émotions sont balayées par les résultats, c'est comme ça. Et là, en l'occurrence, sous Pierre Sage, oui, il y a eu un petit coup de frein, un vrai coup de frein en termes de points pris depuis quelques semaines, ça c'est vrai. On est maintenant 7e de Ligue 1, avec 30 points, et on est à 5 points du 4e de Ligue 1, qui est Lille, dans mon souvenir. On est 7e attaque de Ligue 1, 7e défense, donc au final, on est quasiment là où on devrait être, quoi. On est une équipe, je dirais, de niveau top 6, top 7, mais plus 7 que 1. Donc, pas trop de surprises. Ça, on en reparlera juste après en détail pour Paulo Fonseca. C'est un vrai point important du mercato hivernal de l'OL. Donc, est-ce qu'il fallait, oui ou non, appuyer sur le bouton renvoi de Pierre Sage? En termes de résultats, ça se discute. Je pense qu'il y a matière à dire oui. Maintenant, dans le timing, est-ce que, c'est mon deuxième motif, après les résultats, est-ce que Sage avait perdu le contrôle du vestiaire? Est-ce que Pierre Sage avait
n'avait plus de cartouches, de munitions pour redresser la barre. C'est là où j'ai plus de doutes. Pour moi, on a peut-être appuyé un peu trop tôt, non pas en termes de résultats, mais en termes de dynamique. Je pense qu'il avait les armes pour renverser la table. Il pouvait le faire. Voilà, en tout cas, on n'a pas la preuve qu'il l'aurait fait, mais je pense qu'il aurait pu le faire. Donc pour moi, sur les motivations qui ont poussé à ce que Pierre Sage parte de l'OL, je dirais 50-50. Ça peut se discuter, ça peut se comprendre. En fait, les deux points de vue s'entendent. On peut très bien dire en termes de résultats, ça ne matchait plus, comme on peut aussi dire qu'en termes de dynamique, il aurait pu largement renverser la tendance. Donc pour moi, statu quo à ce niveau-là. Maintenant, ce qui m'interroge le plus, c'est en termes humains. Voilà, quand tu as un coach qui te prend aux portes de la Ligue 2, dans le caca, et les bas-fonds de la Ligue 1, qui te renvoie en Europa League, je pense qu'il méritait une sortie plus noble, plus élégante, plus smart. Et là, évidemment, quand je vois tout ce qui a été fait en termes de com, ou ce qui n'a pas été fait en termes de com pour son départ, j'avoue que je l'ai encore un petit peu là. Voilà, je l'ai dit en vidéo, je le répète, je l'ai un petit peu là. Parce qu'un coach qui te sauve du précipice Ligue 2, je pense qu'il mérite un peu mieux qu'un communiqué très laconique, expéditif, d'environ 10 lignes, sans photo, sans stats, avec un léger remerciement pour Pierre Sage. Et je pense aussi qu'il méritait mieux qu'une conférence de presse au cours de laquelle on ne parle de lui qu'au bout de 5 minutes. Rendez-vous compte, même pas un mot introductif pour dire « Merci Pierre pour tout ce que tu as fait. Sans toi, on ne serait peut-être pas là. » évidemment, et donc bon vent là où tu iras. Même pas ça. Bref, ça c'est l'aspect humain, et vous me direz, Mika, ne sois pas naïf, le foot n'est pas un monde de bisounours, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai, vous avez entièrement raison, mais dans ce foot qui est de plus en plus déshumanisé, et qui perd en lien humain et social, peut-être qu'il y a matière à faire un peu plus élégant quand tu es l'Olympique Lyonnais. En tout cas, c'est mon point de vue sur la question. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, plus smart, plus élégant envers Pierre Sage. Donc tout ça, mis bout à bout, sur le thème numéro 1 qui est le dossier Pierre Sage Fonseca, je dirais statu quo. On n'est ni sur une réussite ni un échec. Il y a plein de points d'interrogation. Est-ce que Fonseca saura redresser la barre? Est-ce qu'il a les arguments pour le faire? Est-ce qu'il a l'effectif pour le faire? Vraie question. On n'a pas les réponses pour le moment. Moi, j'ai un début de réponse, c'est non. Je pense qu'il n'a pas les armes pour le foot qu'il veut proposer à l'OL. Et je pense aussi que l'effectif que l'on a plus une gueule de top 6, top 7, top 6, top 5 qu'une tronche de top 4, top 3. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais c'est mon intime conviction sur le plan sportif pour l'OL. Donc pour moi, thème numéro 1, Fonseca, Pierre Sage. Le départ de Pierre Sage durant le mercato hivernal, c'est un statu quo, je dirais balle au centre, ni un échec, ni une réussite, on verra bien. Mais en tout cas, sur le plan humain, ça laisse sacrément à désirer. Thème numéro 2, c'est l'opération dégraissage. C'était l'objectif numéro 1 du club avoué avant l'hiver. Il fallait faire partir plein de joueurs indésirables qui jouaient peu et qui, pour certains, avaient une valeur marchande. Alors, je vous mets à l'écran une infographie vraiment intéressante avec tous les départs, donc 9 départs de l'OL. On commence par Anthony Lopez qui est parti à Nantes pour 0 €, fin de contrat, en tout cas contrat résilié. Jeffinho qui repart au Brésil à Botafogo pour 5,3 millions d'euros, lui qu'on a acheté 10 plus 2. Dans mon jargon, on dirait opération merdique. On y est, je pense, pour faire simple. Maxence Cacré qui part à Com en Serie A vers le projet ambitieux de Com en Italie pour 15 millions plus 1,5 de bonus, une belle vente et un deal qui, je pense, arrange tout le monde. Le joueur, Com et aussi l'OL, donc très bien, pas de souci à ce niveau-là. Adrielson qui part, le Brésilien, en Jupiler Pro League à Anderlecht. D'ailleurs, j'ai eu quelques échos de son match. Alors, j'ai pas vu son match ce week-end. Moi, j'ai vu le match de Bruges. Mais le sien à Anderlecht chez les Mauves, on m'a dit, Mika, il a fait un match typiquement Adrielsonesque, comme il l'a fait chez nous quelquefois, le peu de temps où il a joué. Autrement dit, rugueux, parfois à la limite, mais balle au pied, c'est assez moyen. Et on m'a dit, dans une équipe comme Anderlecht qui veut proposer un foot porté vers l'avant, résolument, c'est un petit peu compliqué. Donc là encore, en termes de profil, c'est un joueur qui n'est pas mauvais, Adrielson, mais je pense qu'il ne connaît pas un autre projet, et apparemment pas trop pour l'instant au projet d'Anderlecht. Wilfried Zaha, alors lui, c'est no comment. No comment, c'est le gars qui vient chez nous par hasard, il veut pas être là, mais il est là quand même. Il ne fait rien si ce n'est, je pense, un externe du droit qu'on retiendra tous à Toulouse, et c'est à peu près tout. Tout le reste, c'est ni fait ni à faire. En termes d'investissement, d'éthique professionnelle, je rappelle que lorsque l'OL jouait, dans mon souvenir, c'était quand ce match de Ligue 1, alors ça m'échappe, un match de Ligue 1 qu'on jouait avec beaucoup d'enjeux pour nous, et lui, il était où? Il était à Londres pour voir Crystal Palace jouer en tribune, voilà. Ça en dit long sur qui est
j'allais dire, cet étrange personnage qui est Wilfried Zaha. Bref, grosse déception, maintenant il est parti en MLS, bon vent à lui, et merci pour rien du tout. Henrique, alors c'est le deal chelou de l'hiver pour Textor, Eagle et l'OL. Joueur qui, dans un monde idéal, aurait dû passer par la case Olympique Lyonnais. Il avait dans son contrat une clause permettant de faire un petit passage par la France et par l'OL. Ce n'est pas le cas. Il est parti au Zénith Saint-Pétersbourg en Russie pour un total de 33 millions et 2 de bonus qui iront intégralement dans les poches de, roulement de tambour, l'Olympique Lyonnais, évidemment, les joies du multiclubisme. Alors quand ça m'arrange bien, je dis tant mieux, parce que c'est OL first, l'OL avant tout, toujours, comme je le dis souvent. Mais bon, ça pose quand même question sur les mécanismes du multiclubisme dans un foot qui est gangréné par le multiclubisme, mais pas que, aussi les fonds souverains étatiques. Je pense qu'un jour, la FIFA et l'UEFA devront forcément statuer sur le sujet. C'est évident. Le foot court à sa perte dans un monde comme ça, ultra-capitalistique, où tout est financiarisé avec des schémas de transfert bidouillés et des montages totalement dingues. On ne peut pas, comme ça, on ne pourra pas jouer au foot encore durant 10-15 ans où un joueur passe par Lorient, part à Bournemouth, un joueur passe par Strasbourg, part à Chelsea, passe par Chelsea, part à Strasbourg, passe par l'OL puis Botafogo. C'est un bordel sans nom. En fait, en termes économiques, on dirait que le football devient un gigantesque oligopole. Un oligopole, c'est quoi? C'est une structure de marché dans laquelle il y a quelques producteurs et en face une multitude de clients qui sont les consommateurs. Et on est en plein dedans. Le foot de maintenant, c'est un gigantesque oligopole avec quelques structures multiclubistes qui vont progressivement détenir une grande partie des clubs européens et mondiaux. Je rappelle qu'en Europe, le modèle multipropriété, c'est environ 251 clubs dans mon souvenir. C'est énorme, c'est énorme. Pour moi, c'est un schéma qui pose de vraies questions en termes d'éthique et aussi au niveau européen en termes de concurrence déloyale. Entre ça et les fonds souverains du Qatar, d'Abu Dhabi ou encore d'Arabie Saoudite, forcément ça pose de très grandes questions. Guy Storban, c'est le 7e départ de l'OL pour Hoffenheim, un montant de 9 millions plus 3 de bonus, donc une vente qui est logique, il jouait peu. Ça, je ne comptais pas sur lui. Et à Hoffenheim, patatras, que se passe-t-il? Eh bien, il marque à chaque fois qu'il rentre. Pas étonnant. Profil de buteur, je l'avais dit, qui est un joueur qui lui a besoin de confiance, un joueur d'instinct, et qu'il faut un petit peu plus d'espace qu'en Ligue 1. En Allemagne, il a l'espace qu'il lui faut, et je pense qu'il finira la saison de façon très positive à Hoffenheim. Saïd Benrahma à Neom, en D2 saoudienne. D'ailleurs, il a joué aujourd'hui avec son club pour Neom. Voilà, bon deal sur le plan financier et économique, un montant de 12 plus 3 de bonus. Voilà, sur le plan financier, rien à dire. C'est une très belle vente. Maintenant, sur le plan sportif et footballistique, je pense qu'un joueur comme lui, qui peut jouer sur le côté, à gauche, à droite, et aussi dans l'axe, avec différentes réussites, qui met en 25 matchs 6 buts et 10 passes D, je suis pas loin de dire que malgré tout, ce sera une perte sur le plan sportif. On verra bien, mais en 4-2-3-1 que veut animer Fonseca et qu'a voulu aussi animer Pierre Sage, il te faut des joueurs qui peuvent jouer sur tous les postes dans le 3 du 4-2-3-1. Et lui savait le faire. Et son départ n'a pas été complété par une arrivée. Donc on verra bien, mais j'ai bien peur que tôt ou tard on paye un petit peu ce départ-là. Mais à ce tarif-là, je comprends qu'il y a une volonté de dégraisser et de faire une belle affaire. Et enfin, le petit Diawara qui part en prêt au Havre sans option d'achat. Pour un total d'environ, si mes calculs sont bons, un peu plus de 72 millions d'euros. Soit une bonne partie de ce qui avait été prévu et budgétisé par Textor durant l'hiver et l'automne. Il avait dit qu'il allait vendre beaucoup d'actifs joueurs côté OL et beaucoup d'actifs joueurs côté Botafogo. Quelques amis de la presse m'avaient dit à l'époque qu'en conférence de presse en off, Textor avait annoncé pour l'OL environ 55 millions de ventes. On y est presque, si on retire Henrique, on est environ 40 millions de ventes. Et pour Botafogo, environ 75 voire 100 millions d'euros de vente. Là, on est largement en dessous, mais tout ça, dans le plan de sauvetage Textor pour l'OL, ça a été contrebalancé, équilibré par l'apport en cash dans Eagle Football Group par un prêt, je dis bien un prêt parce que les mots ont un sens, par un prêt d'actionnaires sur les comptes de l'OL. Parce que oui, quand la presse dit de façon un petit peu romancée que Textor apporte 80 millions d'euros sur la table sur les comptes de l'OL, non,
c'est un prêt qu'il consent avec ses partenaires pour l'OL. Et qui dit prêt bancaire, les gones, c'est comme pour une maison, une voiture ou une télé, qui dit prêt dit remboursement du prêt, et pas à taux zéro, avec un taux qui, là encore, il faudra le scruter, peut être entre 5, 6%, voire 12 ou 13. Et forcément, plus le taux augmente, plus le client OL est perdant dans l'affaire. Donc il n'y a pas d'apport philanthropique, humaniste de Textor pour l'OL. Non, c'est tout le temps le même mécanisme. Quand l'OL tousse, Eagle ou Textor prête à l'OL, et en contrepartie, il y a forcément un taux d'intérêt. C'est tout le temps le même mécanisme d'endettement sur actif qui est si cher à John Textor. Donc d'un point de vue dégraissage, je dirais que l'OL fait une très bonne affaire, avec des joueurs partis pour des montants positif, Benrahma, Orban, Cacré, très bien. Vraiment là-dessus, rien à dire, c'est même un bon point pour nous sur le mercato hivernal. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que après ça, le coach Fonseca a entre les mains l'effectif adapté pour l'ambition qu'on nous vend, qui est le top 4 et la Ligue des Champions. Bon, là pour moi il y a un red flag, il y a un drapeau rouge assez énorme. Je pense qu'il n'a pas toutes les armes pour le faire. Voilà, que si à l'avenir l'OL finit dans le top 4, je dirais mea culpa, j'ai fait une grosse bêtise, erreur de jugement, mais à l'instant T, je pense qu'il manque trop de choses dans le foot de Fonseca et de Pierre Sage où il faut verticalité, mouvement, pressing, contre-pressing que Fonseca évoque tellement souvent. Je pense qu'il manque des profils plus dynamiques, plus virevoltants, plus verticaux et beaucoup plus mobiles que ce que l'on a actuellement à l'OL. Donc on verra bien. Je dirais que dégraissage, totale réussite, effectif à l'instant T, ça pose question. Et donc voilà, et surtout ça pose une vraie question de fond, c'est quel est en fait le projet sportif de l'OL. Quand je vois que en hiver 2024 on signe 9 joueurs et que sur les 9 il ne reste plus que 2 joueurs, Perry, Fofana, ça pose question. Ça pose vraiment question. Quelle est en fait la finalité sur du long terme, où est-ce que l'on va, avec qui, comment? Toujours les mêmes questions qui se répètent. C'est un projet qui est quand même assez instable. Pas se le cacher, c'est très instable avec beaucoup de mouvements, de va-et-vient, tu viens, tu signes, tu pars, tu dégages. C'est un petit peu une valse permanente. Donc moi, ça m'interroge beaucoup. Et dans ce bilan dégraissage arrivé, il y a aussi un joueur qui vient chez nous, et c'est une bonne nouvelle, c'est Thiago Almada. Profil qu'on n'avait pas forcément, enfin en tout cas si, on a un créateur avec Cherki c'est vrai, mais on manquait de joueurs fins dans le camp adverse, on n'avait pas ce profil là, en tout cas pas assez, et lui il vient combler ce manque de créativité, d'inventivité. Donc bonne nouvelle pour nous, c'est un bon profil de joueur. Maintenant il faut espérer qu'il s'intègre dans le schéma de jeu Made in Ligue 1, parce que la Ligue 1 elle est très physique, on le voit bien tous les week-ends, quand on voit Toulouse, Strasbourg qui jouent, ça va très vite, c'est percutant, c'est puissant, c'est vertical, et il faut que lui se mette au rythme, au diapason de la Ligue 1. Perso, j'ai confiance, c'est un bon joueur de foot, bonne technique, intelligence de jeu. Je ne suis pas inquiet, je pense qu'il peut faire du bon taf à l'OL, et en plus dans le 4-2-3-1 de Fonseca, avec ce rôle de numéro 8 offensif, 10 qu'avait à l'époque à Lille Angel Gomez, je pense que Almada, c'est typiquement ce profil-là qu'il nous fallait pour justement créer du lien entre le cœur du jeu et l'attaque et être plus inspiré dans l'ultime tiers du camp adverse. Donc après le statu quo sur le dossier Sage-Fonseca, là je dirais clairement oui, mercato réussi sur le plan des départs arrivés, c'est vraiment très bien ce qui a été mené, et je pense que l'opération dégraissage est une vraie réussite à tout niveau. Bon deal, bien vendu, profil pas forcément indiscutable, donc pour moi, oui, en termes de départ, dégraissage et d'arrivée, c'est cohérent ce qu'on a fait dans l'ensemble, même si, comme je l'ai dit, il y a un petit X sur le profil d'effectif que l'on a qui correspond, oui ou non, à ce que Fonseca veut mettre en place. Et enfin, pour finir, ma conclusion sur ce mercato hivernal, est-ce que oui ou non, on a assisté à un mercato réussi? Si je fais le bilan, il y a plus de positifs que de négatifs, assez largement. On a exfiltré beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas beaucoup, quasiment pas du tout, pour des ventes vraiment bien vendues, faut le dire aussi. Donc pour moi, c'est plus un oui, c'est plus une réussite qu'un échec, largement d'ailleurs, il n'y a même pas de débat. Maintenant, la question c'est, après ce mercato hivernal, c'est quoi la suite? Parce que, on l'a vu, la DNCG est à nos trousses, elle nous contrôle de façon très régulière. L'UEFA pareil, on l'a appris hier via l'équipe et RMC. Tout ça, ça contribue à un contexte qui a façonné cet hiver de l'OL. Parce que sans DNCG, sans menace de l'UEFA, est-ce qu'on aurait vécu une saignée aussi forte? Alors, je pense qu'il fallait, entre guillemets, vendre beaucoup de joueurs. Mais
hors contexte, est-ce qu'on aurait vécu le même hiver? Est-ce que actuellement Fonseca n'aurait pas peut-être une solution en plus devant sur les côtés, un numéro 8 de plus pour oxygéner le jeu? On ne sait pas. Donc j'ai du mal quand même à dire qu'on est sur un mercato 100% réussite, 10 sur 10, parce qu'il y a tellement de contexte pourri et dégueulasse qui vient gangréner l'équipe, que malgré tout, même si on a su vendre les joueurs, il faut pondérer par le contexte global qui est en tout point dégueulasse et qui contraint largement sur le plan sportif l'Olympique Lyonnais. Et encore un point que j'ai failli oublier, le cas Cherki, qui vient en fin de mercato largement polluer le climat ambiant. Tout ça, ça contribue aussi à ce que l'on vit maintenant. On aurait un contexte plus serein, des mercatos plus sereins, sans toutes ces contraintes économiques, financières, parce que le constat est là, Textor ne parvient pas à rassurer les instances qui contrôlent les clubs européens. Et je fais un vœu pour l'avenir, c'est que enfin on puisse vivre cet été, l'hiver prochain, l'été prochain, l'hiver 2026, bref, tout le temps en fait des mercatos sereins qui pourront donner au coach les moyens de ses ambitions. Bref, sur ce les gones, portez-vous bien, on se dit à très vite, sûrement demain, je verrai bien ou après-demain, pour un contenu préparé déjà que j'ai envie de vous donner, mais il faut que je me retienne. Voilà, ça sortira demain ou après-demain, si le temps et la volonté me le permettent. Allez l'OL toujours, évidemment, plus que jamais. Ciao, ciao.